Salut, c'est Jérôme. Bon, après ces découvertes et l'accident, comme on l'a dit, il faut qu'on se concentre sur quelques petites choses encore à faire pour réaliser le drainage, ce qui nous permettra ensuite de réaliser l'isolation intérieure des murs de la maison. Et une de ces choses, c'est de poser une protection de soubassement et de réaliser une cunette au bas de celle-ci, là où viendra le drain. Et on aimerait dans un premier temps réaliser un enduit chaussable sur les pierres de fondation. Et pour cela, il va d'abord falloir retirer tout ce qui colle au mur et la terre dans les joints, comme on a déjà commencé à le faire sur cette partie. Jérôme ne pouvant plus travailler, on a eu un peu de renfort ce jour-là avec la famille. On a donc retiré le plus de terre possible qui collait aux pierres, mais aussi dans les joints, car on va les reprendre comme on l'a fait à l'intérieur. Car les pierres de fondation de la maison sont simplement maçonnées à la terre. Contrairement aux parties plus récentes, comme ce rebouchage d'ouverture qui a été fait pendant les transformations, un peu plus loin, où là les pierres sont maçonnées en terre et chaux. Bon, ici ils ont laissé des gros trous entre les deux parties, peut-être se sont-ils appuyés directement sur le sol existant. Bref, on continue vers la verrière. Ici, les fondations sont maçonnées à la chaux, c'est plus un travail de nettoyage, mais un travail de longue haleine. Bon, c'est enregistré tout ça, hein, c'est dans la boîte. Entre-temps, on a aussi voulu un peu mieux comprendre quel était le niveau du sol devant la maison de ce côté. Enfin, quels étaient les niveaux du sol, car il y a eu plusieurs époques. Avec le niveau laser et la cible, qui permet de mieux voir le trait en plein jour, on a pris comme point de départ le pilier de la grille à l'entrée. Bon, c'est plus ou moins la hauteur, c'est là, hein, c'est la pierre, elle commence là. Car cela semble logique que le sol devait être plus ou moins à hauteur de la première pierre moulurée. Et puis on a reporté cela de portion en portion pour voir où on arrive. Faut qu'on casse parce qu'à mon avis, j'ai déjà le tissu. Et tout au bout du bâtiment, on arrive grosso modo au bas de ces grosses pierres de soubassement. Bon, évidemment, on a accumulé des erreurs de mesure, mais on comprend tout de même qu'en gros, le sol était assez plat tout du long. Et on se doute bien que ces pierres doivent rester visibles. D'ailleurs, sur le bout, c'était le cas, enfin quasi. Du côté des grilles à l'entrée, le sol a été très fortement remonté. Et on peut observer la façade pour le comprendre. On voit le niveau du sol tel qu'on l'a connu avec le macadam, puis le niveau du sol quand le soubassement a été rendu de ciment, mais dessous il y a un autre soubassement qui descend encore plus bas. Ça fait 3 niveaux différents. Et on arrive même à retrouver un niveau encore plus ancien qui est encore plus bas. On revient un peu sur ce soubassement ancien qui, on le suppose, doit encore être partout sous la couche d'enduit ciment. On le trouve assez étrange. Il semble fait de toutes sortes de petites pierres, mais aussi de drôles de morceaux lisses et brillants, un peu verdâtres, on dirait du verre. Eh bien, il semble bien qu'il s'agisse de résidus de combustion des fours. Peut-être dans la cheminée de l'usine, ou alors dans la forge qui faisait aussi partie des installations. Ce soubassement est présent partout sur la façade côté nord. On pense qu'il a été réalisé pendant les transformations de plus ou moins 1855 et que cette sous-couche, en quelque sorte, était destinée à recevoir un enduit imitation pierre pour faire la liaison entre les deux tourelles qui venaient d'être ajoutées et qui, elles, ont un soubassement en pierre. En tout cas, on n'imagine pas que cet aspect de matériaux bruts et de déchets était le rendu final souhaité. Et alors, cette première couche, elle a été réalisée avec un mortier rempli de briques pilées. Bonne idée, ça rend le mortier très souple et perspirant. Toutes les fonctions recherchées pour un soubassement
qui à la fois protège des projections d'eau, mais aussi permet d'évacuer l'humidité des murs sur une grande surface. Bon, pour peu qu'on ne l'enduise pas de ciment par après. Sous cette couche de pierre et de déchets logés dans du mortier à la brique, on retrouve l'enduit d'origine de la maison, en tout cas des plus anciens faits en terre et chaux. Et il descend plus bas encore que le soubassement qui a été rajouté par-dessus. Mais ça, on avait déjà pu le remarquer à l'intérieur pendant nos travaux. Le niveau de sol dans la maison a été relevé lors des transformations de 1855, et donc a priori à l'extérieur aussi. Et en observant le flanc de la tranchée, avec les strates, on peut presque voir les différents niveaux et époques, ce qui a conforté nos intuitions. Alors on a en bas le niveau, disons, d'origine de la maison, puis il est remonté avec l'ajout du nouveau soubassement imitation pierre, et on pense même ici que la couche rouge que l'on voit, ce n'est rien d'autre que les restes de poudre de briques qui ont été utilisés pour faire le mortier qui a servi à réaliser cette première couche maçonnée avec les petites pierres. Le reste a fini au sol, où c'est là qu'étaient faits les mélanges, ou encore la brique était-elle pilée sur place. Bon, c'est difficile à dire. Surtout que ça pourrait tout aussi bien avoir été juste un sol en brique pilée, ou une sous-couche, mais bref, pour nous c'est le témoin de cette époque. Et puis, c'est à nouveau un peu remonté, est-ce avec le temps, car l'air de rien, avec les années, les feuilles, la terre, poussière, etc., de la matière peut vite s'accumuler. En tout cas, ce niveau correspond à l'enduisement sur le soubassement, certainement fait avec tout le reste de la façade. Et puis, plus récemment, enfin, dans les années 80, la couche de macadam et sa sous-couche de gravier/sable qui ont encore été rajoutées à cette pile. À l'air de rien, ça remonte pas mal le sol, qui avec le macadam est plus haut qu'à l'intérieur de la maison. Pas bon pour l'humidité tout ça. Ceci dit, petite parenthèse, c'était monnaie courante. Quand les rues ont été macadamisées, même dans les grandes villes, on ne s'embêtait pas toujours à retirer les pavés ou autres couches, on refaisait par-dessus. Et il n'est pas rare de revoir les pavés lors de travaux sur la chaussée. Ce qui est dommage, c'est que parfois ça remonte fort les sols devant les maisons. D'ailleurs, plus près de chez nous, la route a été refaite devant l'ancienne gare, et on peut voir que cela remonte aussi pas mal au-dessus du niveau des seuils de porte. Enfin bref, on veut revenir à un niveau plus bas, mais celui d'après les transformations, car le portail d'entrée a été ajouté, et le niveau du sol de cette époque lui correspond. Le niveau du sol d'origine, ce serait bien trop bas. Puis en plus, ça bousillerait nos sorties de réseau en attente qu'on n'a pas mises assez basses du coup. Donc, on veut revenir au niveau des pierres de taille des parties qui ont été rajoutées. Et en passant, le rehaussement du sol n'était pas uniforme, il était en pente vers le bout du bâtiment pour être raccord au coin. On peut d'ailleurs voir la ligne sur les pierres qui correspond à l'emplacement de la dalle béton ou macadam. Et de toute évidence, ces pierres devaient être entièrement visibles. D'ailleurs, les soupiraux des caves ont été à moitié rebouchés. Et on peut même voir que les pavés de la dernière marche de la cave arrivent parfaitement au bas de ces pierres. Et maintenant la porte est un petit peu courte et on a dû rajouter un morceau. Mais voilà pour les explications du nivellement du sol. Et puisqu'on est dans les niveaux, plus pragmatiquement en ce qui concerne le niveau des fondations, eh bien, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Et ça ne nous arrange pas du tout pour le drainage. On avait prévu de pouvoir mettre le drain avec la pente vers le centre de la maison pour évacuer l'eau via la cave, comme c'est le cas actuellement pour les eaux de pluie. Mais quand on observe les fondations de la maison, la situation est exactement l'inverse de ce dont on a besoin. Les fondations sont très superficielles depuis le centre et puis descendent progressivement, pour finir par être très profondes au niveau de la seconde moitié de la cave. Mince! Avec une pente minimale du drain de 1 cm par mètre, minimum, hein, si on doit arriver ici en fin de conduit, ça veut dire que de l'autre côté on serait plus haut que le niveau du sol projeté. Un drain peu utile en somme.
Quant à faire les pentes dans l'autre sens, ça va pas non plus. Des deux autres côtés, on est bloqué par les fondations du portail ou le conduit souterrain. Saperlipopette. Bon, on croit que ça va être très compliqué. Enfin non, pas tant que ça. Tout espoir n'est pas perdu, car vous allez voir la découverte qu'on a faite qui a changé toute la donne. Mais avant cela, puisqu'on parle fondation, on n'a pas précisé dans nos précédentes vidéos qu'on a été très doucement en creusant pour ne surtout pas descendre au-delà de celle-ci et risquer de fragiliser leur stabilité. Il y a une zone appelée un bulbe de compression qui se crée sous les fondations, à laquelle il ne faut toucher sous aucun prétexte. C'est ce sur quoi s'appuie le bâtiment. Donc en creusant, on a tout de suite vu que le niveau de fondation du mur changeait et on a suivi la pente. Bon, et au niveau de la cave, là, aucun problème, le mur descend encore bien à 1 mètre en dessous, jusqu'au sol de la cave. Bon, à noter que les fondations de cette partie-là plus ancienne de la maison ne sont pas des fondations cyclopéennes, mais sont maçonnées à la terre, et les premières pierres ne sont que simplement posées sur un sol très très dur, caillouteux et compact. On n'est pas du tout sur de l'argile ou un sol meuble, ce qui serait une situation totalement différente. Bon, beaucoup de blabla, mais pas grand-chose qui se fait là. Allez, on continue ces quelques petites choses à faire dans la tranchée, toujours en vue de réaliser un enduit sur les pierres. Et on veut pouvoir faire remonter cet enduit assez haut pour dépasser le niveau du sol. On a donc retiré le bas de la couche maçonnée du soubassement. C'est assez massif comme couche. Selon nous, le but était vraiment d'assainir le mur avec ce mortier brique. Et en plus, si elle n'était pas trop bien cuite, cela faisait un ajout pouzzolanique qui se lie à la chaux. Et bon, pour ne pas mettre que du mortier, ça a été rempli avec des morceaux en tout genre. Il y a quelques pierres et morceaux de quartz, mais ce sont principalement ce qu'on pensait être des déchets de l'usine. On s'est un peu plus renseigné et ces déchets sont bien du laitier et des scories métallurgiques. Celles qui ressemblent à du verre sont des scories vitreuses, une formation cristalline qui s'est produite à haute température. Une bonne façon de s'en débarrasser apparemment. Bon, on a regardé derrière le crépissiment et c'est effectivement comme ça partout. On ne sait pas si on va garder cette base du soubassement. À terme, on veut bien sûr le restaurer et revenir à un soubassement en enduit imitation pierre, mais cette couche est-elle encore bonne? Car elle semble un peu décollée de la façade. Cela sonne creux ici et là. Et si le contact n'est pas parfait avec les pierres et les joints de la façade, le transfert d'humidité ne sera pas optimal, et c'est ce qu'on recherche avant tout. Oh, le pop. Qu'est-ce que tu fais? Ah, on va avoir l'avis du chef de chantier. Il vient faire une petite inspection. Tu viens voir? Bon, oui, ça nous semble fort décollé de la façade. Il faut dire que cela a été appliqué directement sur les pierres, il n'y avait pas de soubassement sur le bâtiment d'origine. Et puis qui plus est, par endroits, c'est directement appliqué sur l'ancien enduit. Bon, pour prévenir tout problème d'accroche ou de décollement, à intervalles réguliers, il y a comme des pattes de scellement destinées à retenir la couche rajoutée. Sinon, par devant un ancien accès vers la cave, là où on a travaillé l'été 2023, le rebouchage ressort assez fort de la façade. Ça ne va pas nous aider pour l'enduit et la protection de soubassement, alors on va le piquer pour retirer de l'épaisseur. C'est très solide, hein. Certainement la partie la plus solide de toute la maçonnerie sur la longueur de la façade. Et c'est justement celle-là qu'on veut casser. Bon, en même temps, casser des pierres schisteuses dans ce sens, ce n'est pas facile.
Mais voilà. Le rebouchage continue dessous puisque l'escalier descendait jusque dans la cave qui, sur cette partie, a été creusée plus bas que les fondations dans un second temps. Donc on ne peut pas creuser plus bas de ce côté. On a tout de même été voir juste un peu au niveau du rebouchage avec une petite pioche. Et on trouve que justement ce rebouchage, il y a des lacunes. Et comme le terrain de base sur lequel reposent les fondations descend vers ici, ce serait peut-être l'endroit par lequel l'eau arrive en quantité et pénètre vers la cave et rentre dans les murs aussi. Bon, on continue plus loin. Ici, il y avait à l'origine 2 grandes ouvertures avant les transformations. C'était là, au-dessus, qu'il y avait la grosse poutre logée dans le mur qui servait de linteau. Et cette partie a donc été rebouchée, bon pas très bien, en tout cas dans le bas, il y a des gros trous. Et d'ailleurs on les avait aussi retrouvés côté intérieur quand on a repris la maçonnerie une fois le sol décaissé. Vu que ce n'était ici qu'une ouverture à reboucher, c'était peut-être moins important d'avoir une base solide, ce n'est pas porteur, enfin ça ne l'était pas. Mais ici la maçonnerie de rebouchage est réalisée avec un mortier à la chaux plus solide. Et cela est aussi recouvert par le faux soubassement. Sauf que du coup, il colle encore très bien. Appliqué sur une maçonnerie propre et stable, il a traversé le temps. Mais bon, il faut qu'on en retire une partie. Et c'est nettement plus galère. Bon allez, après tout ça, un bon nettoyage s'impose. Justement pour avoir un mur propre, y compris dans les joints qu'on a un peu creusés en vue de faire le rejointoiement. Bon pour une fois, mouillé, il n'y avait pas vraiment besoin. Mais bon. Voilà qui est bien propre maintenant. Et ça permet de mieux voir la diversité des choses qui ont été incrustées dans l'enduit de soubassement. On en vient à la partie avec le plus de remontées capillaires, justement située sous une descente d'eau pluviale. Ici, ce devait être une porte d'entrée dans la maison, ça se situe en plein milieu. On en avait découvert le linteau par hasard lorsqu'on avait réalisé une voûte pour le passage dans le mur central de la maison, et dans le trou qu'on avait ouvert, on avait vu qu'il y avait un linteau. Il y avait donc ici une porte, et les 2 pierres devaient être au niveau du sol. C'est quand même fort remonté depuis. Bon, puis ici aussi, un petit coup de nettoyage satisfaisant. Ça c'est pour Émilie. Bon, la pierre est fracassée par contre. En observant cette ancienne entrée, on le répète, zone où il y a le plus d'humidité ascensionnelle, on se retourne et on voit qu'on est en plein devant la partie maçonnée qu'on a cru être un puisard pour les eaux de pluie. Enfin, dans le passé, car l'eau de pluie n'y arrive plus par les dallots. Mais on a tout de même été un peu curieux vu le problème d'humidité. Et en creusant encore un peu, on a vu qu'il y avait un conduit qui part de là. Et si on suit cette direction, près de la fosse septique, on retrouve bien un conduit qui passe par là, et pas un petit. On a vérifié et il est à plusieurs endroits interrompu. Et dans cette direction, il y a aussi le tunnel souterrain qu'on a retrouvé juste avant. Serait-ce pour y envoyer les eaux de pluie? Et devant, là, il y a des pierres empilées et tout est creux entre, comme si l'eau y arrivait souvent. Étrange, non? Bon, on va regarder ça d'un peu plus près.
Eh bien, tout ça m'a l'air d'être tout à fait la forme d'un puits, dites donc. Oui, un puits. Bah ça alors. Devant l'ancienne porte de la maison. Bon, pourquoi pas. Et donc, il y a bien un conduit qui part de là. Peut-être pour amener l'eau. Ok, donc ce puits a été rebouché. On a alors décidé de creuser pour voir jusqu'où on peut descendre. C'était donc pour cela qu'exactement à cet endroit, en creusant la tranchée, on était arrivé à un endroit avec beaucoup de pierres tout d'un coup. Sans le savoir, on a démonté un côté du puits et on est passé à travers. Et pire, quand on recherchait la citerne à mazout en 2023, on s'était attaqué en premier à une petite dépression dans le macadam. Eh ben, en plein sur le puits. Et, mais ma parole, c'est moi où on voit même l'arrondi du bord sur ces anciennes images. Bon, à l'époque, on n'a rien vu, et en même temps, c'est pas du tout ça qu'on regardait ni qu'on recherchait. Et puis aussi, le niveau du sol ayant été remonté, des pierres lambda ont été rajoutées pour compenser, et on dirait même que la forme n'est plus vraiment un cercle. Enfin. Bon ben on creuse, et ça va loin. C'est rebouché avec de la terre fort caillouteuse, mais il y a aussi pas mal de déchets. Des restants de morceaux de marbre qui composaient les cheminées qui ont disparu, avec des morceaux de vaisselle, divers objets, le fond d'un seau métallique, et puis surtout beaucoup de verres cassés. Non, que dis-je, surtout énormément de coquilles d'huîtres et d'autres crustacés. Bon alors, soit ça combine de nombreuses fêtes, où ils en mangeaient vraiment à la pelle, hein. Déjà qu'on en trouve un peu partout sur le terrain. Ici, c'est une toute petite partie qu'on a rassemblée pour faire ces images. Enfin bref, on a bien creusé et on a atteint l'eau. Bon, la nappe n'est pas vraiment très profonde. Étrange, car a priori le jardin est encore bien plus bas de l'autre côté du bâtiment. Et il y a aussi 2 tiges qui ressortent de la paroi. Et puis, ce conduit qui nous intrigue, surtout qu'on voit qu'il est situé exactement sous les pierres de fondation de la maison. Et du coup, on pense plus à une sortie qu'une arrivée. Un canal de fuite, de trop-plein, afin que l'eau ne puisse jamais atteindre les fondations et empêcher d'avoir tout le bas du mur qui baigne. Maintenant, reste à savoir si de l'eau peut encore arriver dans ce puits. Parce que, contre les fondations, enfin en dessous, il y a tout un empilement de pierres et clairement de l'eau a ruisselé et lessivé toute la terre ou mortier qu'il y avait là. Et derrière, il y a la cave. C'est pile au milieu du bâtiment. Bon, le puits lui-même n'est pas maçonné, c'est de la pierre sèche. D'ailleurs, hop, encore quelques morceaux de verre. On se demande quand même quelles sont les raisons qui ont justifié de reboucher ce puits, à part pour faire place nette. Et au vu de ce qu'on a retrouvé dedans, c'est tout de même assez récent dans l'histoire du bâtiment, mais on a aussi pu voir que le tube de plomb qui passe le long du bâtiment et alimentait en eau les différentes parties du site passait par le puits, à travers les pierres. Les parois ont donc déjà été percées à un moment pour cette raison. Peut-être que le puits n'avait déjà plus d'utilité depuis les transformations. Et pour revenir à notre époque, que va-t-on faire de ce puits? Y a-t-il toujours de l'eau? D'où vient-elle et où va-t-elle si c'est le cas? Voilà les questions à se poser avant d'aller plus loin. Et cette année 2024 très pluvieuse va vite nous apporter la réponse. Car oui, la pluie, c'était vraiment souvent cette année-là, en printemps et en été très humide. Du coup, après les pluies, on allait un peu observer la tranchée. On s'attendait à un moment à la voir se remplir puisqu'on a un problème de remontée capillaire important. Il doit bien avoir de l'eau de ruissellement. Mais on n'a jamais vu de l'eau s'accumuler, à part à quelques endroits, des creux un peu argileux, juste sur la couche très compacte du sous-sol. Et encore, c'est parce qu'on filme juste après la pluie, mais ça ne restait pas longtemps. Mais en allant voir vers le puits, oh ben, de l'eau. Ah oui, quand même. Est-ce que c'est l'eau qui s'écoule dans la pente du terrain jusque-là? Étrange, hein, car des 2 autres côtés, vers la verrière ou près de l'entrée de la cave, là où on a commencé à creuser,
Eh bien, rien. Et cela alors qu'on est bien plus bas que le puits. Il devrait y avoir de l'eau, non? Et même quelques heures et jours après les pluies, l'eau continue à monter, mais uniquement dans le puits. Et là, ça a atteint le bas de la tranchée et les pierres avec tous les creux. Alors voilà, bon sang, mais voilà d'où vient toute cette eau dans la cave. C'est en fait le puits qui se déverse littéralement dedans. La voilà la vraie source du problème. Bon, et puis les pluies ne se sont pas arrêtées pour autant, et on a même eu de gros épisodes de pluie. Oh là 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 là. Et de nouveau, rien ne reste dans la tranchée. Par contre, le puits, il continue à monter. Et c'est là qu'on a eu le déclic. Ce puits, il n'est pas là par hasard. Peut-être servait-il à pouvoir y prendre de l'eau, mais sa fonction première est de capter l'eau du sous-sol. En gros, de la concentrer à cet endroit, et s'il y en a trop, via un trop-plein, d'évacuer cet excédent afin de ne jamais avoir de l'eau plus haut que les fondations. Et on l'a vu, l'eau ne va pas ailleurs, pas dans la tranchée qui est au sec, et qui pourtant est même parfois 1 mètre plus bas que le niveau d'eau dans le puits. Alors, ça peut paraître étrange tout ça, mais en réalité pas du tout. On est en fond de vallée, et il ne faut pas aller bien loin pour que le terrain soit bien plus haut, même plus haut que la maison. Si les eaux souterraines circulent en profondeur, sous une couche peu perméable dans le sous-sol, il est tout à fait normal que cela puisse remonter assez haut dans le puits qui a percé cette couche par l'effet de vases communicants. Et d'ailleurs, cette pression induite par l'eau peut même dans certains cas briser des dalles dans les maisons. Ce puits non seulement capte les eaux de ruissellement avoisinantes, mais aussi l'eau en profondeur, évitant une trop grande pression. C'est donc une solution ingénieuse des anciens pour se prémunir de problèmes. Bon, ceci dit, entre-temps, le puits a été rebouché et une cave a été creusée derrière le mur. Pas fameux. Et l'eau continue d'y arriver puisque le rebouchage n'est évidemment pas étanche, et elle n'a plus nulle part où aller, à part dans la cave et dans le mur. On n'ose même pas imaginer la quantité d'eau qui devait s'accumuler là contre le bâtiment en hiver. Cela explique les remontées qu'on avait et l'eau qui coule par les murs de la cave. Bon, mais du coup, sur base de ça, on a pris quelques décisions. Premièrement, de mettre une pompe vide-cave dans le puits afin de minimiser le niveau d'eau et ainsi limiter les remontées dans les murs. Et cela a tout changé. L'eau est depuis toujours restée basse et le mur a même pu sécher. Deuxièmement, qu'en fait, on n'a pas besoin de faire de drainage. L'eau ne reste pas dans la tranchée, le sol est assez perméable, comme on l'avait évalué avec notre essai Porchet. Donc, nul besoin de drainer. C'est le puits le problème. Et en même temps, il est aussi une solution. Car finalement, c'est déjà une forme de drainage. C'est juste que l'eau n'est plus évacuée, ce à quoi il va falloir remédier plus sérieusement qu'avec une pompe. Grand bien nous a pris de ne pas savoir acheter tout le matériel finalement. Et enfin, troisièmement, maintenant qu'on a identifié notre problème et qu'on sait qu'on n'aura plus de remontée d'eau dans les murs, de mettre en pause ce chantier car on est déjà très en retard sur notre planning et il faut absolument qu'on fasse le chaud-chanvre à l'intérieur qui n'aura pas le temps de sécher pendant la belle saison sinon. Mais on reprendra juste après car il y a encore pas mal de boulot ici. Quelle aventure, que de découvertes et de nouveaux éléments qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Et heureusement qu'on a découvert tout ça, car cela semble bien être des éléments clés qu'on n'aurait pas pu deviner et qui sont essentiels à prendre en compte pour pouvoir agir de manière pertinente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.